Bonjour à toute la communauté libre et riche et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose celle-ci pour répondre aux attentes de nombre d'entre vous par rapport aux précédentes vidéos sur la bourse. Aussi, en cliquant sur l'icône qui apparaît en haut à droite de l'écran, tu peux les voir ou les revoir. En effet, certains s'étonnaient lorsque les vidéos étaient sorties de faire allusion au marché Forex sans l'aborder en détail. En fait, la raison pour laquelle nous n'avions pas traité du marché Forex, aussi appelé marché d'échange, c'est tout simplement parce que ce marché n'est pas la bourse à proprement parler. Aussi, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à donner un like et partager cette vidéo, donc c'est parti. Avant même de commencer, il faut savoir que de nombreuses personnes, par mes connaissances, pensent que le marché Forex fait partie de la bourse des valeurs. Or, si tu te souviens bien, la bourse, à proprement parler, est une organisation privée gérée par une entreprise de marché comme Euronext pour la France ou encore la New York Stock Exchange pour les USA et qu'elle est le lieu où s'échangent des actions, des obligations et autres valeurs mobilières qui sont des titres financiers négociables. Comme tu peux le voir, dans le cas de la bourse, il s'agit de marchés organisés puisqu'une entreprise intervient et ce marché peut être réglementé ou pas selon les cas. Mais alors, qu'est-ce que le marché Forex et quelle est la différence avec la bourse? Tout d'abord, Forex signifie Foreign Exchange Market ou marché d'échange sur lequel se négocient des devises dites convertibles ou paires de devises. Comme tu le sais, pratiquement tous les pays ou groupes de pays, comme les pays membres de la zone euro, ont leurs propres devises comme le dollar américain, l'euro, le yen au Japon ou encore la livre sterling pour le Royaume-Uni. Le marché Forex est plus récent que la bourse puisqu'avant, l'étal en or étant de vigueur, ce marché d'échange n'avait pas lieu d'exister. En effet, son taux était fixe puisque indexé par rapport à une quantité d'or, les fluctuations étaient moindres. Or, aujourd'hui, et ce depuis la naissance du marché Forex en 1973, suite à l'abandon des accords de Bretton Woods en 1971 et l'établissement du régime d'échange flottant, il est possible de spéculer sur les fluctuations du marché d'échange comme nous allons le voir. Une manière de savoir combien vaut une monnaie aujourd'hui, puisqu'elle n'a plus de valeur et que l'on nomme monnaie fiat, à l'opposé de la monnaie basée sur un métal précieux et de la comparer à une devise étrangère. Par exemple, si l'on souhaite savoir combien vaut l'euro, nous allons généralement le comparer avec le dollar américain. De telle sorte que 1 euro équivaut par exemple à 1 dollar 1231. Par exemple, si tu vas à New York avec 10 000 euros et en respectant cette parité, tu obtiendras en échange 11 231 dollars sans compter les commissions, etc. Donc ici, tu gagnes au change. Il est important de savoir que lorsque l'on parle du marché Forex, on parle de paires de devises qui sont échangées l'une contre l'autre à des taux de change qui varient en permanence et non pas d'une devise seule. Autrement dit, ce pourra être euro-dollar, euro-livre sterling ou encore dollar-yen. Pour reprendre l'exemple précédent, si la cotation indique euro-dollar égale 1,1231, on la traduira par 1 euro équivaut à 1 dollar 1231. De ce fait, la devise qui se trouve du côté gauche, ici l'euro, est la devise de base et sera toujours de 1, alors que la devise du côté droit est la devise de contrepartie, ici le dollar américain, et elle fluctue. On exprimera toujours la devise de base en fonction de la devise de contrepartie, c'est donc une lecture de la cotation de gauche à droite. De ce fait, si la devise de contrepartie, ici le dollar, tombe en dessous des 1 euro, pour représenter euro-dollar égale 0,9123, alors on dira que le dollar a pris de la valeur ou s'est revalorisé et l'euro a perdu de la valeur, puisqu'avec 1 euro, on nous donne désormais 0,9123 dollars. En revanche, si le dollar passe à euro-dollar égale 1,3589, alors le dollar s'est dévalué et l'euro a gagné de la valeur, puisque désormais avec 1 euro, on nous donnera 1 dollar 13 589. Ensuite, comme tu as pu le remarquer, il y a 4 chiffres après la virgule, contrairement à la vie quotidienne avec les centimes. Ce sont ce que l'on appelle les pips, ou en anglais percentage in point. Cela représente la plus petite différence de cotation. Pour pratiquement toutes les devises, il s'agit de 4 décimales après la virgule, sauf dans le cas du yen où il n'y a que 2 décimales. Pour reprendre l'exemple précédent, si le cours de l'euro-dollar est de 1,1231 et il passe à 1,1235, alors on dira que le cours est monté de 4 pips. En revanche, s'il passe de 1,1231 à 1,1241, alors il aura monté de 10 pips et ainsi de suite en fonction de la fluctuation. Comme tu peux le voir, un pip est donc égal à 0,0001 dollar, euro,
livre sterling, etc. Enfin, à la différence de la bourse, le forex, lui, est un marché OTC, c'est-à-dire over the counter, ou marché de gré à gré en français, c'est-à-dire que les transactions sont conclues bilatéralement entre les deux parties, l'acheteur et le vendeur, sans l'intervention de l'entreprise de marché du type NYSE ou Euronext, comme pour la bourse, et cela est une très grande différence. Voilà pourquoi dans les vidéos sur la bourse, nous n'avions pas développé le marché forex. De plus, à la différence de la bourse, ouverte en France de 9h à 17h30, 5 jours sur 7, le forex est ouvert 24h sur 24, 5 jours sur 7. À présent, avec les éléments que tu possèdes, nous allons donner des explications complémentaires pour te permettre de savoir ce qui entraîne la fluctuation des devises et comment investir en tirant profit de celle-ci. Pour que tu puisses comprendre ce qui fait fluctuer la valeur d'une monnaie, il faut connaître la loi de l'offre et de la demande. En effet, les devises réagissent exactement de la même manière que n'importe quel produit, et cette loi est d'application universelle quel que soit le type de produit, qu'il s'agisse d'un téléphone portable, d'une voiture, d'une maison, de l'or et même les monnaies. On va donc pouvoir diviser le tableau en deux colonnes distinctes, la demande et l'offre, en fonction d'une augmentation ou diminution de ces deux variantes. Concernant la demande, imagine que des personnes vivant aux États-Unis convertissent leur monnaie en euros. Ce dernier va soudainement prendre de la valeur, tandis que le dollar va en perdre, puisqu'il y aura moins de demande de dollars. On va assister alors à un déplacement de la demande du dollar vers l'euro, puisque rappelle-toi que l'on parle de paire de devises. Raison pour laquelle, lorsqu'un pays est prospère, sa monnaie tend à prendre de la valeur, puisqu'elle va agir comme une valeur refuge et beaucoup de personnes vont vouloir l'acquérir. Et inversement, s'il y a une fuite de capital, notamment de grandes fortunes, qui désavouent l'euro pour acquérir des dollars, alors l'euro va perdre de la valeur. Cette évasion de capital peut notamment être due à des impôts trop élevés ou tout simplement une inflation élevée, provoquant une baisse de la demande et un taux de change différent. Pour exemple, durant le référendum du Brexit, l'Angleterre a vu sa livre sterling perdre plus de 10% de sa valeur par rapport au dollar à cause notamment de la fluctuation de la demande, comme tu peux le voir sur ce graphique, et actuellement, la valeur de la livre sterling n'arrête pas de baisser. En revanche, la demande n'est pas la seule variable à prendre en compte. Il faut tenir des banques centrales qui ont un pouvoir octroyé par les États et qui peuvent créer de l'argent comme bon leur semble. Aussi, la Banque Centrale Européenne, dans le cas de la zone euro, va pouvoir dévaluer la valeur de l'euro en imprimant énormément de billets, provoquant ainsi une augmentation de l'offre pour la même demande, et ainsi de suite. Cela va donc provoquer une augmentation de la masse monétaire de l'euro pour la même masse monétaire de dollars, engendrant une perte de valeur de l'euro, en plus de provoquer de l'inflation et une augmentation de la valeur du dollar. Thème abordé dans une vidéo précédente qui mettait en exergue le danger d'imprimer des billets en grosse quantité dans le but de sortir le pays de la crise, alors que, au contraire, cela provoque de l'inflation. La preuve étant, les conséquences désastreuses sur le Venezuela. L'explication est que la dévaluation de la monnaie est engendrée par l'augmentation de l'offre. Cette tactique donne l'illusion que l'économie va bien, quand en réalité tout va mal, car l'économie se ralentit. C'est comme si les marins, voyant leur bateau couler, essayaient de le sauver du naufrage en vidant l'eau avec un dé à coudre. De la même manière, la BCE peut dévaluer sa monnaie en rachetant massivement des devises étrangères au lieu d'imprimer des billets. Si celle-ci achète beaucoup de dollars, alors cette devise va s'apprécier tandis que l'euro va se déprécier. Bien entendu, il s'agit de milliards et de milliards de dollars, des quantités qui ne sont pas à la portée de n'importe qui. Si une devise s'apprécie par rapport à une autre, alors les exportations seront plus rentables puisque pour les étrangers, cela leur revient moins cher que d'acheter dans le pays où la monnaie a perdu de la valeur. En revanche, l'effet négatif, c'est que les importations nous coûtent plus cher, acheter à l'étranger devient plus onéreux. C'est d'ailleurs pour cette raison que pour les pays de la zone euro, il est intéressant d'avoir un euro fort et au-dessus de la valeur du dollar afin de pouvoir acquérir notamment du pétrole moins cher, étant donné que le pétrole s'achète à l'international avec des dollars, mais aussi pour promouvoir l'innovation et rendre les entreprises compétitives. Le problème, c'est qu'actuellement, l'euro n'est plus fort du tout. Comme tu peux le voir sur le graphique à l'écran, il a perdu énormément de valeur. Et dans un pays comme la France, où l'économie est basée majoritairement sur les importations, avoir une monnaie qui perd de la valeur est extrêmement préjudiciable. En effet, tous les produits dérivés du pétrole, il y en a énormément, la facture énergétique, etc. reviendraient plus cher non seulement aux particuliers, mais aussi aux entreprises qui ont des coûts importants et donc cela impacterait négativement l'ensemble de l'économie. De plus, les exportations de la France se font
essentiellement vers des pays de l'Union européenne à hauteur de 60% et à plus de 40% vers les pays de la zone euro. Nos produits étant à haute valeur ajoutée, autrement dit, une dévaluation de l'euro dans le but d'augmenter les exportations n'aurait presque pas d'effet, raison pour laquelle il faut faire attention aux politiques qui souhaitent dévaluer l'euro ou sortir de l'euro pour adopter une monnaie nationale et ainsi la dévaluer. De plus, nous pourrions également parler des spreads de taux. Ce sont les écarts entre différents taux d'intérêt. Effectivement, les banques centrales vont jouer sur la masse monétaire par l'intermédiaire des taux d'intérêt. Aussi, une hausse des taux d'intérêt dans un pays va attirer les investisseurs internationaux qui voudront posséder cette devise si profitable. Après la crise de 2000, beaucoup d'investisseurs avaient constaté une augmentation des écarts entre les taux d'intérêt de différents pays. Par exemple, alors que les taux d'intérêt du Japon avoisinaient les 0%, ceux des pays voisins comme l'Australie par exemple s'envolaient pour atteindre jusqu'à 5%. La tentation était alors forte de profiter de cet écart pour emprunter en yens et placer en dollars australiens afin de profiter des taux d'intérêt élevés assurés aux prêteurs. C'est ce qu'on appelle le carry trade. Cette vidéo a donc eu pour vocation de t'aider à y voir plus clair sur le forex, et j'espère que désormais tu as compris comment fluctuent les devises et leurs effets sur l'économie. Bien entendu, il existe de nombreuses variables pouvant impacter la valeur des dites devises, toujours est-il que comme tu as pu le voir, la loi de l'offre et de la demande s'applique tout autant pour les devises que pour les produits du quotidien. Néanmoins, si tu souhaites connaître le fonctionnement d'autres instruments financiers tels que les options, les warrants ou encore les forwards, n'hésite pas à nous en faire part dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu souhaites ajouter quelque chose, si tu as besoin de plus amples explications concernant le thème, ou si tu veux nous raconter ton expérience. Sache que je lis tous les commentaires, et je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésite pas à donner un j'aime, et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et surtout, très important, active la cloche pour être le premier informé lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Souviens-toi que l'on reste en contact sur Facebook et Instagram, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.